Allez, bonsoir à tous, messieurs, dames, et surtout, bonne arrivée dans Décrypta. Ce soir, nous allons recevoir Justine Kasavubu. C'est donc une personnalité publique congolaise, connue pour ses prises de position sur les questions politiques et même institutionnelles en République démocratique du Congo, fille de notre premier président. Quand je dis notre premier président, vous le savez très bien, c'est donc Joseph Kasavubu. Elle revient régulièrement dans le débat public à travers le média, conférences et plateformes citoyennes. Elle a écrit également plusieurs livres. Ce soir, avec elle, nous allons devoir décrypter les questions de gouvernance, la souveraineté nationale, la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du changement de la Constitution. Ça fait débat dans tous les salons politiques. Nous allons revenir également sur les initiatives politiques et citoyennes comme Sauvons la RDC, pourquoi pas, la Coalition 64. Madame Kasavubu, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous définissez? Mais écoutez, c'est une question un peu surprenante. Évidemment, je suis congolaise, je me définis comme telle, surtout en ces temps incertains. Et être congolaise, ça signifie assumer un certain héritage, puisque nous parlons au nom de ce pays que nos pionniers de l'indépendance ont conquis, avec une date symbolique de 30 juin 1960. Et donc je suis une maman aussi, j'ai 4 enfants, mais ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est que je suis une femme mariée, et c'est la raison pour laquelle j'insiste toujours qu'au générique, on puisse inscrire mon nom en entier, Justine Poyo Kasavubu. Et donc voilà, alors évidemment j'ai fait des études et je porte, je crois, le souci et la préoccupation fondamentale de l'avenir du Congo. C'est vraiment mon leitmotiv. Ok. Vous portez un nom qui fait partie de l'histoire politique, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment vous gérez cet héritage dont vous venez de nous parler tout à l'heure? Mais écoutez, je dois être très honnête avec vous. Ce n'est pas facile de gérer cet héritage parce que vous vous rendez bien compte qu'une soixantaine d'années après l'indépendance, notre pays et surtout notre classe politique n'a pas assumé ses responsabilités pour conscientiser la population, savoir quelle sorte de pays nous sommes et surtout qu'est-ce que les pionniers de l'indépendance ont voulu lorsqu'ils ont réclamé l'indépendance. Et quels étaient leurs soucis, quelles étaient les préoccupations pour l'avenir. Et donc, il me semble que ce capital n'a pas été suffisamment bien géré, si bien que assumer l'héritage de Joseph Kasavubu n'est pas chose aisée, parce que vous aurez aussi compris que la dictature qui est venue balayer nos espérances démocratiques de la Première République, eh bien, la dictature a complètement effacé les ambitions d'une citoyenneté responsable, et c'est la raison pour laquelle il est parfois difficile de revendiquer cet héritage, parce que on est parfois considéré un petit peu comme passant à côté du sujet, parce que, vous savez, la pensée unique que nous avons connue à partir de la Deuxième République a toujours voulu que l'actualité efface le passé. Et aujourd'hui, vous avez une jeunesse congolaise qui ignore cette histoire de notre passé. Et donc, c'est aussi un combat, c'est un chantier de porter cet héritage. Mais je dois dire aussi que la fierté de porter cet héritage fait que, eh bien, on ne baisse pas les bras et on est toujours à l'avant-plan pour essayer de justifier cette histoire, mais aussi de sauvegarder la mémoire et surtout de ne pas oublier d'où nous venons pour que nous puissions mieux baliser les chemins de l'avenir. Et parlez-nous un peu de votre engagement politique personnel. Quand est-ce que vous avez commencé la politique? Et je rappelle que vous avez été également membre de l'UDPS. Vous étiez secrétaire, si ma mémoire est bonne, de l'UDPS dans le Benelux. Vous avez été ministre à l'époque de Mouzé. Dites-nous un peu, quand est-ce que vous vous êtes engagé en politique et qu'est-ce que vous avez réalisé?
Mais vous savez, la conscience nationale, c'est un processus de maturation. Et cette conscience nationale républicaine, ça ne vous vient pas comme ça. Je crois que ce sont les épreuves de la vie. Et je pense que nous sommes, nous, la famille Kasavubu, bien placés pour vous dire que notre parcours collectif a été un parcours plein d'épreuves. Et donc, c'est à travers les épreuves que l'homme se définit, que l'homme se découvre aussi, et qu'on se rend compte qu'est-ce qui est valable dans la vie, pourquoi est-ce qu'on doit se battre, et pour quelles valeurs, justement, on doit pouvoir défendre le pays. Et donc, cette conscience politique a fait de moi, progressivement, une femme qui voulait se battre. Et puis, surtout, quand je regarde le départ précoce de notre père, qui est quand même mort à peine, il avait une cinquantaine d'années, c'est très jeune. Et quand vous voyez une vie pleine d'ambition positive pour le pays, qui est fauchée comme ça, en pleine fleur de l'âge, eh bien, c'est une injustice quelque part. Et vous avez à cœur peut-être de continuer le travail, ou en tous les cas de ramasser les petits morceaux qu'il a laissés sur sa route pour essayer de créer quelque chose. Et donc la conscience politique, je l'ai acquise progressivement. Et je dois dire que la rédaction de mes premiers livres ont été vraiment des éléments révélateurs de ce que moi-même j'étais capable de faire, et de ce aussi pourquoi l'Esprit Saint, parce que je prie beaucoup, m'avait vraiment élevé pour arriver à comprendre cela, parce que le discernement n'est pas chose facile. Et on peut avoir l'ambition de faire quelque chose, mais encore faut-il avoir le discernement pour comprendre sur quel chemin et sur quel destin on doit s'inscrire. Et comment vous avez rencontré Mouzé et travaillé avec lui? Oh, mais vous savez, une fois que j'ai commencé à militer après le début de ma carrière professionnelle, parce que je suis ancienne fonctionnaire des Nations Unies, au HCR à Genève, et donc une fois que j'ai commencé la vie active et que j'ai commencé à faire de la recherche, et que j'ai commencé à militer d'abord pour sauvegarder le patrimoine politique de Joseph Kasavubu, eh bien, ça fait mûrir en moi cette conscience qui va permettre que, au tournant des années 89-90, eh bien, que je puisse adhérer à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et après cette étape, à l'UDPS, et après cette étape, eh bien, lorsque l'opposition a raté un petit peu les rendez-vous successifs que l'opinion attendait de nous dans les années 1990 avec la conférence nationale souveraine notamment, eh bien il y a Laurent Désiré Kabila qui arrive et qui fait appel à moi pour que je puisse participer au gouvernement de salut public. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu rejoindre son équipe. Mais je dois aussi vous dire que mon parcours en exil ne s'est pas effectué uniquement en Belgique. Hein. Mon mari et moi, nous avons habité l'Algérie. Et vous savez que l'Algérie, de l'époque révolutionnaire sous-bomédienne, avait abrité beaucoup d'exilés politiques congolais. Et c'est là que j'ai fait aussi la connaissance des compagnons de route de Laurent Désiré Kabila. Et donc, une quinzaine, vingtaine d'années après, eh bien, la jonction a été assez facile. Et c'est la raison pour laquelle Laurent Désiré Kabila me connaissait un peu de loin. Mais il n'a pas hésité à vouloir aussi marquer son temps, parce que lui aussi il éprouvait une frustration de voir que la Première République avait été balayée. Et vous savez que pour lui, la Première République, c'était quand même aussi la première gouvernance. Et il avait à cœur de resymboliser un peu tout cela. Et c'est la raison pour laquelle... Et ça vous a créé des problèmes avec l'UDPS à l'époque? Écoutez, ça, c'est peut-être un chapitre qu'on pourra toujours aborder lorsque nous aurons à traiter des questions de politique politicienne interne, parce qu'il faut aussi parfois accepter d'en parler, mais je dirais que ce n'est pas que ça m'a créé des problèmes. En interne, à l'UDPS, il y avait aussi des problèmes. Et le fait de ne pas avoir pu maîtriser ces problèmes, nous avions un directoire national qui n'a pas toujours apporté les réponses que l'on attendait à certains moments. Et c'est ça aussi qui a facilité que nous puissions accepter
de travailler avec Laurent Désiré Kabila. Mais il est vrai que j'ai été considéré comme traître parce que j'ai accepté de travailler avec Laurent Désiré Kabila. Mais là, je vous fais tout de suite remarquer que Laurent Désiré Kabila n'est pas venu comme ça par miracle de Goma, Kisangani jusqu'à Kinshasa. Il y a quand même eu un certain nombre de gouverneurs qui appartenaient à l'UDPS et qui avaient reçu les injonctions du parti pour qu'on laisse avancer les troupes de l'AFDL. Donc en fait, de traîtrise, il n'y en a pas eu. Mais que voulez-vous, la propagande existe toujours. En tout cas. Merci bien. On va continuer. Pendant des années, vous avez eu à prendre parole sur des questions brûlantes de la nation. Ensuite, on a constaté une forme de répit. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre évolution personnelle? Mais vous savez, lorsque j'ai démissionné du gouvernement de salut public, c'est tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que Laurent Désiré Kabila lui-même ne maîtrisait plus toutes les cartes qu'il avait en main, notamment ses alliés qui étaient rwandais et ougandais. Et la gouvernance du pays en a souffert. Et moi, pour avoir été d'abord ministre de la fonction publique, du travail et de la prévoyance sociale, ensuite nommé ministre résident, ambassadeur plénipotentiaire à Bruxelles, eh bien, je me suis rendu compte, à l'aide aussi de la géopolitique qui nous renseignait quotidiennement, on s'est bien rendu compte que la gouvernance du pays échappait un peu à Laurent Désiré Kabila. Et donc, lorsque j'ai démissionné, eh bien, c'est un parcours de combattant qui recommence, si j'ose ainsi m'exprimer. Et donc, j'ai rejoint les rangs de l'opposition. J'ai pu aussi retourner fréquemment au Congo, notamment grâce à notre ASBL, la Fondation Président Joseph Kasavubu, que j'ai animée pendant ces années où je n'étais pas dans un exécutif au pays. Mais ça m'a permis de rester en contact avec notre population. Alors, on peut considérer que j'étais en retrait, mais en fait, c'est une erreur parce que j'ai participé aux élections de 2006. J'étais candidate à la présidentielle, mais j'ai aussi participé à d'autres types d'activités. J'ai pris part à certaines initiatives de l'opposition, aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Et donc, je n'étais pas vraiment en retrait de l'action politique, de la réflexion politique, mais de l'exécutif, bien sûr. Là, j'étais en dehors de l'exécutif, mais j'étais toujours active. Certains de vos sorties médiatiques ont créé des vifs débats. Partout dans les salons politiques, quand vous parlez, les gens commentent bien évidemment toujours vos débats. Pensez-vous que dans les contextes congolais actuels, parler franchement est devenu un risque parce que certains disent qu'aujourd'hui, il y a la dictature qui s'est installée en République démocratique du Congo? Mais ce n'est pas simplement un risque aujourd'hui. Je crois que là aussi, vous pourrez, à l'aide peut-être d'autres interlocuteurs, évoquer aussi l'héritage des régimes politiques que nous avons connus. Non, parler, dire la vérité, ce n'est pas seulement un risque aujourd'hui, c'était déjà un risque sous le régime du maréchal Mobutu. Parce que, vous savez, moi, par exemple, de ma famille, j'étais considérée comme rebelle parce que j'amenais des vraies questions. Mais comme je n'obtenais pas de réponses, ça a aussi contribué à créer ma propre conscience politique. Et donc aujourd'hui, oui, dire la vérité, ça peut être un risque, mais vous savez, ce n'est pas le risque qui doit bloquer l'action politique d'un homme ou d'une femme politique. Parce que quand on a la conviction qu'on se bat pour son pays, mais justement, il faut accepter aussi de transcender les difficultés et d'aller au-devant des problèmes. Parce que finalement, il n'y a que la vérité qui libère. Hein? Il n'y a que la vérité qui libère. Mais si on est sincère et si on est honnête et qu'on arrive à mobiliser l'opinion, eh bien, je pense que tôt ou tard, la vérité finit toujours par l'emporter. Oui, c'est un risque aujourd'hui, mais c'est surtout un risque parce que les Congolais pêchent dans la faiblesse et dans le déni de l'histoire aussi. Et donc, c'est un peu cet équilibre qu'il faut rechercher. Vous avez souvent insisté sur la nécessité d'un sursaut national. Selon vous, quel est aujourd'hui le plus grand danger pour la République démocratique du Congo? Est-ce la corruption, la guerre à l'est de la République ou la crise institutionnelle? Mais je pense tout à la fois.
Tout à la fois parce que les Congolais ont d'abord oublié le destin national de la République démocratique du Congo. Nous avons oublié qu'est-ce que c'est que le Congo. Ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays tout à fait particulier. Nous avons des ressources, évidemment, qui nous définissent. Mais ce n'est pas que ça. Le Congo, au cœur de l'Afrique, c'est un pays qui est tellement convoité. Et nous-mêmes semblons nous éloigner de l'ADN principal de ce qu'est ce pays. Et ce qui fait que la classe politique a souvent versé dans les facilités, dans les futilités et surtout dans le déni de la bonne gouvernance, d'où toutes les dérives auxquelles nous assistons, voyez-vous. Et donc, oui, le Congo est à la croisée de toutes les configurations, les conflagrations, dirais-je même, de tout ce qui peut conduire au risque et péril à l'implosion du pays. Mais je crois aussi qu'il y a encore des hommes et des femmes responsables qui comprennent le langage que je tiens et qui sont peut-être aussi prêts à suivre ce chemin. Mais il faut aussi baliser parce que les droits de l'homme posent problème. Et c'est souvent ça qui prive l'homme politique congolais et même le civil congolais de l'espace nécessaire pour sa propre évolution. En décembre de l'année dernière, la RDC a signé des accords avec le Rwanda et les USA autour, bien évidemment, de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce une opportunité diplomatique ou une perte progressive de la souveraineté pour notre pays? Mais vous savez, je pense que je peux m'autoriser à dire que si on y prend garde, c'est un cheminement vers une perte de souveraineté. Hein? Mais je voudrais peut-être espérer aussi qu'il y aura une prise de conscience nationale pour qu'on se rende bien compte que ce n'est peut-être pas une bonne méthode pour aller vers un partenariat avec les États-Unis. Bon, le régime a pu croire que c'est peut-être une clé pour perdurer. Mais moi, je pense qu'on a un petit peu là joué au poker et que ce n'est peut-être pas une bonne voie, je dirais, parce que vous savez... Mais attention, les États-Unis risquent de vous sanctionner parce qu'il y a une loi qui est en vue au niveau des États-Unis pour blâmer toutes les personnes qui critiquent ces accords. Bah, écoutez, moi je ne sais pas. Je crois que le comportement des États-Unis est dicté aussi par l'irresponsabilité qui est affichée dans notre pays. Moi je ne vois pas une Amérique, quelle que soit l'administration qui est au pouvoir, gérer un partenariat économique avec des acteurs qui sont irresponsables. Donc je crois au contraire que l'Amérique... tel que moi, je peux percevoir les analyses que j'ai pu observer au cours des dernières décennies, a besoin plutôt d'une Afrique qui soit forte. Alors moi, j'aimerais ouvrir ici une parenthèse. Parce que, rappelez-vous, avant Trump, bien avant, il y a eu John Fitzgerald Kennedy. Parce que nous sommes indépendants en 1960. Et qui est le président des États-Unis qui est élu à ce moment-là? C'est John Fitzgerald Kennedy. Et Fitzgerald Kennedy prendra le pouvoir en janvier 61. Et donc, à la gouvernance de notre pays, vous avez Joseph Kasavubu. Votre et père. Mon père. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut se rappeler quelle a été la stratégie de Kennedy pour être élu aux États-Unis. Son expérience de sous-secrétaire d'État aux affaires africaines lui a fait découvrir l'Afrique et notamment l'importance du Congo. Et donc, lui, il a dirigé et publié une stratégie globale pour la paix parce que il lui semblait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la stabilité et la sécurité du monde libre dépendaient d'une Afrique forte. Et il était parti pour encourager toutes les nations qui étaient en velléité d'indépendance et qui voulaient s'émanciper. Et il a même recommandé à son pays qu'on puisse ouvrir les universités américaines aux Congolais. Alors, cette stratégie globale pour
la paix avait besoin d'une Afrique forte pour consolider aussi la sécurité du monde libre. Mais vous aurez remarqué qu'après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, tous les successeurs, quelle que soit la tendance politique, républicaine ou démocrate, eh bien, ils vont plutôt prôner et hériter d'une stratégie globale pour la guerre. Or, une stratégie globale pour la guerre n'a pas besoin d'une Afrique forte, mais au contraire d'une Afrique faible et des pays qui sont des dictatures et des pays qui bafouent un peu les droits de l'homme aussi. Et donc, c'est ce déséquilibre-là, c'est cette inéquation qui fait que aujourd'hui nous payons les conséquences justement de toute cette succession de gouvernance faible une fois que John Fitzgerald Kennedy est parti, qu'il a été assassiné et que sa politique n'a plus pu être appliquée. Alors évidemment, il y aura une résurgence des États-Unis lorsque Clinton arrive au pouvoir parce qu'il faut maintenant de nouveau des partenariats économiques. Mais là, le monde a changé aussi et l'équilibre du monde, ce n'est plus le contexte de la guerre Est-Ouest, mais c'est plutôt le contexte du mur de Berlin qui est tombé. Et donc, il y a un nouvel équilibre qu'il faut trouver, une géopolitique nouvelle qui voudrait que l'Afrique ne soit plus à la traînée, mais que l'Afrique puisse quand même un petit peu avancer. Mais dans cette avancée, vous avez des présidents comme Clinton qui flirtent avec le droit. Et que donc, nous n'avons plus un partenariat au sens classique, mais nous avons plutôt des choix individuels, des choix qui sont unilatéraux et qui ne permettent plus au pays d'avancer dans le sens de l'idéal que les pères fondateurs de nos indépendances avaient prôné à l'époque. Et donc, quand les États-Unis interpellent tous ceux qui vont critiquer les accords, mais je pense que ce n'est pas un diktat, parce que quand on est un pays souverain, on doit quand même aussi s'assumer. Et je pense aussi que les États-Unis ont besoin d'une gouvernance responsable. Je vois mal comment les Américains pourraient accepter de traiter avec un pays qui ne respecte pas d'abord les principes et qui ne respecte pas aussi les règles du jeu, parce que finalement, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Alors évidemment, nous avons des matières premières de la plus grande importance. Et là, j'aimerais, si vous permettez, ouvrir aussi une parenthèse sur l'appréciation qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui, les États-Unis s'intéressent à notre pays. Vous savez que lorsque nous devenons un État colonial, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, vous avez la révolution industrielle qui s'impose aux pays occidentaux. Et cette révolution industrielle, eh bien, pousse les pays occidentaux à rechercher des matières premières. Et vous remarquerez que le Congo déjà était à la pointe pour être la réponse à cette révolution industrielle. Alors, vous constaterez que nous sommes une colonie et puis pratiquement 100 ans après, eh bien, nous avons une révolution technologique cette fois-ci. Fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'en 100 ans, de la révolution industrielle, c'est-à-dire la colonisation, nous passons maintenant à la révolution technologique, c'est-à-dire la mondialisation. Et qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que mondialisation et colonisation, finalement, c'est peut-être une équation qui se cherche, une équation à peu près identique. Donc, ça veut dire aussi que nous devons aujourd'hui être conscients que notre pays est de nouveau la réponse à la révolution technologique, d'où le cobalt et le manganèse et toutes ces richesses qui sont aujourd'hui convoitées. Mais c'est pour ça que nous devons être très attentifs. Un partenariat avec l'Amérique, ça ne doit pas nous ramener à une nouvelle colonisation ou une nouvelle recolonisation. On doit faire très attention parce que les schémas se ressemblent. Et donc, il faut éviter de tomber dans une sorte de béatitude, de croire que parce qu'on a signé avec les Américains, eh bien, nous sommes sauvés ou bien le régime va être sauvé. Non. Si on a un idéal d'un pays indépendant, si on veut vraiment que le Congo avance, eh bien, nous devons éviter justement que ce partenariat nous fasse retomber dans une sorte de recolonisation parce que les schémas, les contextes, les convoitises sont nourris aux mêmes exigences. Mais le pouvoir revendique une victoire diplomatique. Ils disent même que c'est la diplomatie agissante. Aujourd'hui, grâce à ces accords,
On a la paix en République démocratique du Congo, mais malheureusement, le constat est quand même opposé. Sur place, ça fait déjà 7 mois, 8 mois. La paix n'est pas revenue totalement à l'est de la République démocratique du Congo. Selon vous, pourquoi, après la signature de ces accords, il n'y a toujours pas de paix? Mais il n'y a pas de paix parce que nous sommes un pays qui n'est pas gouverné. Vous avez eu des interlocuteurs à tour de rôle qui ont pu aussi vous livrer des analyses. Et toutes les analyses convergent pour considérer qu'aujourd'hui, le Congo est peut-être même un pays sans État. Hein, parce que les fonctions régaliennes ne sont pas assumées comme il se doit. Et donc, nous n'avons pas la paix. Et la guerre sévit toujours à l'est de notre pays. Mais il faut aussi être honnête pour reconnaître que le Congo, disons, les affres de la guerre ne se limitent plus à l'est, mais que tout le Congo est embrasé quelque part. Hein? Et donc les foyers d'incendie ont des intensités différentes, mais le pays est quand même un peu en difficulté, je dirais, en très très grande difficulté. Donc on ne peut pas s'enorgueillir de signer des accords lorsque plus de la moitié de notre population croupit dans la misère, lorsque les enfants ne vont pas à l'école, lorsque les fonctionnaires ne sont pas payés, lorsque les hôpitaux ne remplissent plus leur rôle et que même les médecins deviennent des commerçants alors qu'ils doivent obéissance au serment d'Hippocrate. Ils ne sont même plus en mesure d'assurer cela. Et donc moi je crois que nous sommes irresponsables lorsqu'on doit considérer que signer des accords avec les Américains, ça nous sauve. Ça ne nous sauve pas. Ça ne nous sauve pas. Le pays est loin d'une bonne gouvernance. Et c'est quoi la solution à la sortie de cette crise? Mais une des solutions, je crois, mais c'est le rassemblement des forces vives de la nation. C'est vraiment que l'opposition responsable, que l'opposition consciente puisse se rassembler, se ressaisir. Et moi, je lance un appel à toute l'opposition. Je ne fais que ça depuis des années, mais je suis vraiment au regret de constater que les égoïsmes politiciens continuent toujours de surgir par-ci, par-là. Non, aujourd'hui, nous devons vraiment prôner l'unité de toutes les forces de la nation. Et moi, j'appelle toutes les personnalités qui ont eu un rôle à jouer au cours de ces 20-30 dernières années, eh bien, de se ressaisir pour que nous puissions faire bloc de manière à ce qu'on puisse ensemble redéfinir le destin de la nation. Vous voulez faire bloc même avec Kabila, que vous avez critiqué sévèrement? Mais écoutez, la critique n'enlève pas les faits. Moi, je suis obligée de constater que je ne suis pas la seule Congolaise ou seule citoyenne congolaise à avoir observé que Joseph Kabila a gouverné le pays pendant 18 ans. Oui. Bon, pendant que moi je critiquais, d'autres s'accommodaient de cela. Mais ce sont aussi des Congolais. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, est-ce qu'il faut balayer d'un revers de la main 18 années de notre pays? Est-ce qu'il faut balayer d'un revers de la main les 60 ans et quelques de nos indépendances, de notre indépendance? Donc, l'histoire. Est-ce qu'il faut balayer notre propre responsabilité en tant qu'opposition? Non. Je crois que le Congo, c'est un tout. Quand on dit que le Congo est un indivisible, mais ça veut dire aussi que les forces de la nation, la citoyenneté congolaise, c'est aussi un tout qui est indivisible. Et donc, nous devons nous rassembler. Alors, oui, il y a eu aussi des personnalités différentes qui ont joué un rôle, qui ont essayé aussi de faire quelque chose. Mais peut-être que les tares et les vices qui rongent notre société ne leur ont pas toujours permis d'aller au bout de leurs ambitions positives. Kabila a lancé souvent la RDC. Il y a aussi quelques leaders de l'opposition qui ont lancé Coalition 64. Comment trouvez-vous ces deux coalitions? Est-ce que vous pensez que ça ne va pas résoudre un tout petit peu la question de la crise, ou ils peuvent fusionner ces deux coalitions afin de faire bloc contre Tshisekedi qui veut changer la constitution d'après ses proches? Même lui-même l'a dit lors de la conférence de presse qu'il a organisée à Kinshasa. Il a dit d'ailleurs que les Américains nous ont exigé de revoir la constitution de la République démocratique du Congo. Mais les deux coalitions de l'opposition disent non. Comment réalisez-vous par rapport à ça? Non, vous savez, on ne change pas les règles du jeu en plein parcours. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Alors, remarquez aussi que depuis le dialogue de Sun City, où
grosso modo, depuis la chute du maréchal Mobutu et la fin de la Deuxième République, combien d'accords il y a eu, combien d'ententes il y a eu, combien de pourparlers, de conférences, de réunions, que ce soit en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, partout, le Congo a toujours été ballotté ici ou là, et même en Angola. Et donc, quel était l'objectif de ces réunions? Si on prend les génériques, c'était de rechercher la paix et la stabilité. Mais vous aurez aussi constaté qu'on n'a pas obtenu la paix, on n'a pas obtenu la stabilité. Et donc, c'est l'homme congolais qui pose problème, à mon avis. Parce que la volonté politique, si elle existe, mais elle devrait pouvoir nous orienter dans une direction claire. Mais s'il n'y a pas une volonté politique claire, et s'il n'y a pas une sincérité aussi pour amener le pays à bon port, eh bien, évidemment, on peut multiplier les rendez-vous, on peut multiplier les conférences, on n'aboutira pas à une bonne solution. Alors ici, peut-être que l'histoire peut nous renseigner. L'histoire peut aussi nous encourager. Regardez, les pionniers de l'indépendance, beaucoup ne se connaissaient pas en 59-60. Mais il a suffi qu'il y ait une élite qui revendique l'indépendance et pour faire fléchir le colonisateur. Et nous avons obtenu la table ronde. La table ronde de 1960 s'est distinguée par la capacité que les Congolais ont eue à se mettre ensemble et à ne même pas penser aux divergences, mais à ne conjuguer que le Congo. Et nous avons quand même eu l'indépendance nationale. Et donc, nous avons été reconnus comme un pays souverain. Donc, cela veut dire que quand les Congolais se mettent ensemble, quand ils définissent un objectif commun, ils sont capables aussi du meilleur. Et c'est ce à quoi j'invite toute l'opposition aujourd'hui. À se réunir. Oui, pas fusionner. Oui, c'est-à-dire des rencontres, d'autres appellent cela dialogue, mais ça doit être vraiment inclusif. Tous ceux qui ont un poids politique dans le pays doivent pouvoir peser, doivent pouvoir parler, doivent pouvoir donner des orientations. Certaines personnes qui qualifient d'être en connivence avec le Rwanda. Il dit qu'il ne va pas dialoguer avec, par exemple, Kabila qui a été condamné à Kinshasa. Oui, mais condamné par qui? Par quel régime? Par le régime de Kinshasa, par la justice militaire. Oui, la justice militaire, mais vous savez... Il vient d'être sanctionné par les États-Unis. Oui, mais vous savez, il n'est pas le seul dans la liste des sanctionnables, si j'ose ainsi m'exprimer. Et donc, s'il faut sanctionner tous ceux à qui on reproche quelque chose, mais je crois que même le gouvernement actuel, il n'y aurait personne. Croyez-moi, il n'y aurait personne. Donc, est-ce que c'est sur ce terrain-là que nous définissons cette soif de rencontre, cette soif de dialogue? Je crois que non. Alors, dire aujourd'hui qu'on exclut certains et on accepte d'autres, mais d'autres pourraient aussi dire qu'ils excluent Félix Tshisekedi. Parce qu'après tout, nous avons eu des élections en 2018. Tout le monde chantait M. Fayoulou. Mais M. Fayoulou est où aujourd'hui? Il n'est pas dans la gouvernance du pays. Est-ce pour autant qu'on peut oublier qu'il y a eu des élections en 2018? Donc, que s'est-il passé pour que M. Fayoulou ne soit pas au pouvoir? Donc, ça montre aussi qu'on peut contester l'ordre actuel. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut raison garder et il nous faut aussi humilité observer. Parce que nul ne peut se prévaloir d'être plus congolais que d'autres. Nul ne peut se prévaloir d'avoir le droit de décider qui exclure et qui inclure. Et moi, je crois que tout ce qui est congolais doit pouvoir s'exprimer pour redéfinir notre pays. Troisième mandat, Tina 3, c'est ce que le proche de Tshisekedi disent tout le jour. Et Tshisekedi lui-même l'a dit, comme je le disais tantôt lors de sa conférence de presse, les États-Unis nous ont exigé de changer la Constitution. Et il n'y a personne qui peut l'empêcher de le faire. Que pensez-vous de ces changements de la Constitution? En tous les cas, moi, j'entends plutôt la population dire non, pas de changement de la Constitution. Moi, je ne sais pas. Ou alors, je n'ai pas entendu les ondes de toutes les radios. Mais, je vous le répète, on ne change pas les règles du jeu en plein parcours. Parce que qui est habilité aujourd'hui à dire oui, on doit changer la Constitution? Vous savez, on ne doit pas toujours jouer avec le feu. La Constitution, c'est quelque chose de sacré. Vous savez? Parce que c'est l'acte fondateur qui relie ceux qui nous ont précédés
et qui nous relie aussi à ceux qui nous succéderont. Et donc, on ne doit pas chaque fois jouer à changer la Constitution parce que c'est le socle même de la terre de nos ancêtres. Et donc, changer la Constitution parce que ça ne vous plaît pas, demain vous quittez le pouvoir ou on vous chasse du pouvoir, un autre arrive et puis on va encore changer la Constitution. Non, regardez des pays stables comme la Belgique d'ailleurs, regardez même les États-Unis. Combien de fois est-ce qu'eux changent la Constitution? De temps en temps, il y a des petits amendements, mais l'acte fondateur demeure. Pourquoi? Parce que c'est ce qui définit ceux qui ont construit la nation. C'est le sang de nos ancêtres qui est symbolisé par la Constitution. Et donc, chaque fois vouloir changer la Constitution, c'est dangereux. C'est la raison pour laquelle nos pays ne sont pas stables. On parle également du référendum. Il dit, si le peuple veut se prononcer là-dessus, personne ne peut interdire au peuple souverain de le faire. Et il est même preneur si le peuple le demande de rester. Et il ne peut pas organiser également les élections quand il y a encore la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Votre réaction? Mais vous savez, à un moment donné, Joseph Kabila disait aussi qu'il y a la guerre et donc on ne peut pas faire les élections. Parce qu'on devait en fait avoir des élections en 2016, non? Oui. Est-ce que ça vous dit rien? Mais on les a eues en 2018. Oui. Pourquoi? Parce que justement, on prétendait qu'il y a l'instabilité et que le pays n'était pas mûr. D'autres amenaient même l'argument du recensement. Donc, tous les prétextes ont été bons pour retarder les élections. Et finalement, nous avons eu des élections en 2018. Bon, alors dites-moi un petit peu dans quel pays est-ce que nous sommes? Non, je pense que les priorités, c'est d'abord le bien-être de la population. Et c'est ce à quoi, normalement, toute direction, toute gouvernance d'un pays responsable doit se consacrer. Vous voyez? Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Très bien. On va continuer avec des questions d'actualité. Et vous tendez la main à tous les opposants pour faire bloc. Comment est-ce que vous pouvez arriver à stopper concrètement le projet de changement de la Constitution en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Mais vous savez, la pression populaire et la pression politique sont des atouts incontestables, sont des atouts majeurs. Et aucun pouvoir ne peut résister à un peuple qui se soulève, à un peuple qui réclame, à un peuple qui revendique. Et vous voyez le peuple s'est réveillé à Kinshasa? Mais vous ne constatez pas vous-même des foyers d'éveil patriotique? Ils ont le monopole de la rue. Vous n'organisez même pas de marche à Kinshasa. Comment est-ce que l'opposition va arriver à bloquer ce projet de changement de la Constitution? Par quels moyens? Mais vous savez, la pression politique et la pression populaire aura bien lieu, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je constate un éveil patriotique de toutes parts. Et l'éveil patriotique, nul ne peut l'empêcher d'éclore. Et je pense bien que nous y parviendrons. Et je crois aussi que l'honnêteté politique dicterait à d'aucuns de s'abstenir un peu, de jouer un peu aux apprentis sorciers, parce que vouloir retarder les choses, vouloir changer la Constitution, vouloir réprimer aussi des marches, parce que dans vos questions, c'est sous-entendu, oui, mais il y a la répression qui est possible. Mais vous savez, il y a eu aussi la répression sous le régime de la Deuxième République. Rappelez-vous, la marche des chrétiens, c'était quand même la volonté inaltérable de l'opinion et de notre population de pouvoir marcher, de pouvoir s'exprimer. Et je pense que le peuple congolais, il faut pas le sous-estimer. Très bien. Parlons de la répression, bien évidemment, du droit humain en République démocratique du Congo. Plusieurs rapports des ONG des droits de l'homme alertent sur la répression des enlèvements à Kinshasa. On parle de 10 000 personnes qui sont enlevées, arrêtées à Kinshasa dans des cachots à gauche, à droite. Mais pourquoi aujourd'hui la communauté internationale est si silencieuse? Ce n'est pas comme à l'époque de Kabila, certains s'interrogent sur ces silences-là. Vous avez travaillé pour le HCR, vous avez été ambassadrice ici en Belgique. Dites-nous un peu pourquoi aujourd'hui la communauté internationale est si calme qu'hier.
Mais vous savez, je pense aussi qu'il faut d'abord regarder quelles sont nos propres responsabilités. Très bien. Parce qu'attendre toujours une sorte de visa international pour savoir si on est dans la bonne direction ou pas, ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas une attitude responsable. Quelle est notre responsabilité? Mais notre responsabilité s'affiche aujourd'hui par un déficit de la gouvernance, un déficit aussi de la volonté politique d'aller de l'avant, un déficit pour le développement, un déficit pour le bien-être de nos populations. Les infrastructures sont inexistantes. Regardez un peu nos rues, regardez nos villes qui sont totalement défigurées aujourd'hui. Que fait la direction générale de notre pays aujourd'hui pour changer cela? Donc je crois que lorsque la communauté internationale est silencieuse, mais ça nous renvoie à notre propre irresponsabilité, je crois. Parce que c'est comme quand j'entends dire « oui, mais il y a des massacres à l'Est, il n'y a pas assez de condamnation de la communauté internationale ». Mais est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas co-responsables de ce qui se passe? Je crois que nous devons d'abord afficher une bonne gouvernance et à ce moment-là, les partenariats constructifs vont s'afficher, vont s'exprimer. Mais je ne vois pas à l'heure actuelle quel est le pays responsable qui voudrait venir investir chez nous, qui voudrait aussi perdre son temps finalement à donner des conseils à des dirigeants politiques qui ne suivent pas, voyez-vous. Donc je crois que là, nous sommes en train de décaler la notion même de responsabilité. Je crois qu'il faut plutôt parler de notre responsabilité ou de notre irresponsabilité par rapport à la crise actuelle et ne pas trop se focaliser sur quand dira-t-on, oui, pourquoi est-ce qu'on ne nous plaint pas? Mais commençons nous-mêmes par nous plaindre de la dégradation dans laquelle nous avons conduit notre pays. Commençons par nous condamner nous-mêmes de ce que nous avons fait de ce beau pays. Regardez le Congo aujourd'hui, ce n'est plus le Congo de 1960, ce n'est plus le Congo de 1965, lorsque Joseph Kasavubu a été démis de ses fonctions. Les citoyens congolais mangeaient 3 fois par jour. Nos enfants allaient à l'école tout à fait normalement. Les diplômes avaient de la valeur. Hein. On venait d'autres pays africains pour étudier dans nos universités. Mais aujourd'hui, que valent les diplômes du Congo? Donc il y a tout un chantier national que nous devons réhabiliter, que nous devons restaurer. Sans quoi, évidemment, nous n'aurons que des prédateurs sauvages qui vont venir assouvir leur soif chez nous. Très bien. On va continuer toujours avec des questions d'actualité avant de terminer cette émission. Parlons de la diplomatie. Aujourd'hui, la RDC aligne la fille d'une autre grande figure de l'histoire politique de notre pays, Juliana Lumumba, pour ne pas la citer, et aujourd'hui candidate au niveau de la francophonie, au niveau du poste de secrétaire général de la francophonie. Que pensez-vous de la candidature de Juliana et aussi le projet porté par la RDC? Bon, écoutez, c'est une question qui vient à un moment où notre pays est dans une très, très grande difficulté. Alors, évidemment, en tant que sœur, il y a toujours une spontanéité à soutenir une sœur. Mais je crois qu'aujourd'hui, la géopolitique nous dicte une analyse beaucoup plus profonde. Parce que nous dicte la géopolitique aujourd'hui? C'est d'abord de s'interroger, la francophonie, c'est quoi? Et quand on se pose cette question, on est aussi obligé de se demander où en est l'Afrique francophone par rapport à cette institution de la francophonie. Alors, lorsqu'on se pose ces questions, on est aussi obligé de voir, mais finalement, le Congo va jouer quel rôle? Parce que je vous disais tout à l'heure que l'équilibre du monde libre, tel que conçu autrefois par Kennedy, ça passait par une Afrique forte. Alors, est-ce que l'OIF est une institution qui peut amener cette Afrique forte? Ou bien devons-nous nous inquiéter, comme certains pays d'Afrique de l'Ouest, notamment les pays du Sahel, qui, eux, justement, décrient cette francophonie, mais qui sont aussi des pays africains? Alors, la géopolitique universelle, si je peux ainsi m'exprimer, nous dicte de nous poser aussi la question, en tant que pays membre de l'Union africaine, comment est-ce que le Congo peut intégrer une ambition francophone ou de la francophonie par rapport à nos devoirs en tant qu'Africains? Je vous ferai ici rappeler que l'Union africaine, lors de la
célébration des 50 ans de nos indépendances, en 2013 notamment, avait émis un plan pour les 100 ans de l'organisation, c'est-à-dire en 2063. Le projet de l'Union africaine pour 2063, est-ce que ça va intégrer les ambitions de l'OIF ou bien l'OIF, c'est-à-dire l'Organisation de la francophonie, sera en décalage par rapport au plan d'action de l'Union africaine. Et ce plan d'action, c'est quoi? C'est d'abord justement une Afrique forte, une Afrique non colonisée ou non recolonisée, une Afrique qui va pour les peuples, oui, mais une Afrique qui doit pouvoir s'assumer et qui doit pouvoir aussi apporter les mêmes réponses que les pays avancés le font pour leur population. Alors, aujourd'hui, nous devons regarder, est-ce que le Congo a comme priorité la sauvegarde de la langue française? Est-ce que, au regard de la crise générale que traverse notre pays, la préoccupation unique doit être celle-là? Alors, je pense que nous sommes vraiment au carrefour de difficultés majeures. Et je crois que notre pays devra se pencher sur toutes ses ambitions pour savoir quelle sera l'épingle du jeu que nous aurons à tirer. Y a-t-il un avantage que nous pouvons tirer? Est-ce que la France, parce que finalement c'est quand même elle qui reste la pièce maîtresse de cette francophonie, est-ce qu'elle entend le développement de nos pays comme l'Afrique entend ce développement, c'est-à-dire une Afrique forte, une Afrique concurrente aussi des pays occidentaux? Et là, j'ai quand même quelques réserves parce que je vois bien qu'aujourd'hui, nos pays ont du mal à s'en sortir, tout simplement parce que le relent de colonisateur quand même souffle encore un peu. Donc voilà, je crois que c'est un pari. Hein, être candidat, bon, c'est un pari. Alors, l'avenir nous dira. Très bien. Vous êtes de la diaspora, Félix Tshisekedi aussi. Vous êtes fille d'un grand politique, Joseph Kasavubu, comme lui d'ailleurs, fils d'Étienne Tshisekedi. Au regard de la situation politique actuelle, que dites-vous à ceux qui pensent que la diaspora et les héritiers des grands politiciens ont échoué aujourd'hui, vu la façon que le pays est gouverné? Reprenez un peu la question parce que je n'aimerais pas trop me tromper de votre idée. Je me reprends. Vous êtes de la diaspora, comme Félix Tshisekedi. Vous êtes fille de Joseph Kasavubu, Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, tous deux grands politiques de notre pays. Actuellement, vu la politique actuelle de notre pays, que dites-vous à ceux qui pensent que la diaspora ou les héritiers de grands politiques ont échoué? Non, je pense que là, il faut maintenant faire intervenir un peu de la mathématique. Allez-y. Je ne dirais pas la mathématique congolaise comme notre compatriote Jean Bofan le fait, si bien d'ailleurs, mais je dirais que introduisons un peu le système des équations. Allez-y. Alors, lorsque vous faites des parallèles entre les géniteurs et les enfants, est-ce que l'équation est parfaite? Je pense que l'équation n'est pas parfaite. Parce que quand vous dites que Étienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi, moi je vois que l'héritage d'Étienne Tshisekedi n'est pas assuré aujourd'hui. Parce qu'il disait le peuple d'abord, mais nous sommes loin de ce slogan aujourd'hui. Mais il suffit de regarder. Et là, c'est un constat. Moi, je ne suis pas ici pour attaquer le président de la République actuelle, loin de là. Mais si nous voulons vraiment gouverner le Congo, nous devons quand même accepter les faits. Très bien. Et analyser les faits. Alors, est-ce que le langage qui est prôné, est-ce que la politique qui est appliquée, est-ce que les comportements qui sont affichés sont en conformité avec le patrimoine qu'aurait laissé le papa? Moi, je me souviens que comme secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, eh bien, moi, j'entendais M. Étienne Tshisekedi prôner, je dirais, la bonne gouvernance, l'état de droit. Mais vous venez de me faire rappeler ici que si nous manifestons, il y a des risques parce que la répression n'est pas loin. Donc, ça veut dire que l'état de droit n'est pas encore garanti. Donc là, l'équation n'existe pas, ou il y a une équation. Alors, si vous prenez maintenant mon héritage à moi par rapport à Joseph Kasavubu, ben, je pense que sans trop de prétention,
moi, j'essaye d'être en conformité avec l'équation laissée par Joseph Kasavubu. Voyez-vous, quelles sont les valeurs que Joseph Kasavubu prenait? C'était l'indépendance du Congo, mais c'était aussi la pluralité. Rappelez-vous un peu, la Première République. Toutes les ethnies avaient une prétention dans les exécutifs différents et dans les entreprises publiques. Joseph Kasavubu a favorisé la promotion de toutes les ethnies. Hein? Regardez, dans l'armée, on lui a tourné le dos, mais il a quand même donné la place à tout le monde. Et donc, c'est un peu cet exemple d'inclusivité que moi je suis, mais je n'exclus pas que les gens puissent aussi changer. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se battre, hein, voyez-vous. Et l'image de la diaspora? Alors, la diaspora, moi, je suis bien placé pour vous dire que la diaspora, quand elle veut faire des choses positives, elle y parvient. Personnellement, je suis élue et j'ai été élue en 2018 présidente de la diaspora congolaise ici à l'étranger. Mais c'était le résultat d'une prise de conscience de nos compatriotes en diaspora qui se sont dit, mais il faut que nous ayons un langage unique quand nous allons voir nos interlocuteurs étrangers quand nous faisons de la diplomatie. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des élections et j'étais sortie victorieuse de cette élection. Je me considère toujours comme présidente de la diaspora. Mais comme telle, je dois aussi inclure toutes les sensibilités. Alors, dire que la diaspora a échoué, non, là, je crois qu'on individualise beaucoup certaines appréciations, tout simplement, parce que parmi nous, il y a eu beaucoup de Congolais qui sont allés au pays, mais qui n'ont pas affiché le comportement d'éthique qu'ils étaient en train de prôner lorsqu'ils étaient dans l'opposition ici en diaspora. Donc, je ne dirais pas que la diaspora a échoué, je dirais que le pays dans son ensemble a échoué. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance est totalement condamnable. Nous n'avons pas une bonne gouvernance, il faut quand même le dire. Regardez les deniers publics, comment c'est dépensé. Il n'y a pas de programme. Combien de fois n'ai-je pas lu des documents où on nous disait que à la présidence, le budget a été dépassé, à l'Assemblée nationale, le budget a été dépassé, et ainsi de suite. Et donc, ça montre bien que c'est le pays dans son ensemble qui a échoué. Et donc, il nous appartient, à nous qui sommes responsables, de redresser la barre. C'est la raison pour laquelle moi j'en appelle à tous les leaders de l'opposition. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont joué un rôle dans le pays, ces 30 dernières années, se trouvent à l'extérieur du pays. Exactement. Et ça aussi, c'est un indice pour montrer que il y a un problème au pays, parce que nous devrions tous être au pays en train d'exercer notre droit à l'opposition. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Mais c'est parce que, justement, les libertés ne sont pas garanties comme il se doit. Un message très fort à tous ces opposants-là qui vous regardent. Katumbi, Kabila, Fayulu, Sesanga, Kabound et les autres. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais faire la différence et je vais quand même citer leur nom. Eux ne citent pas le mien. Mais moi, aujourd'hui, je vais dire, M. Fayulu est bienvenu autour de la table. M. Katumbi aussi, il a quand même été gouverneur du Katanga. Exactement. Et j'aimerais vous dire aussi que M. Matata, qui a été Premier ministre, mais il a aussi le droit de venir autour de la table. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tous ceux qui ont géré le pays, qu'on ait été pour eux ou contre eux, mais ils ont eu la gestion du pays. Donc, ils ont la matière première de la gouvernance à un moment donné. Et donc, tout cela doit pouvoir maintenant, aujourd'hui, être redéfini, être décliné pour que nous puissions définir notre pays. Alors, vous m'avez aussi cité, je ne sais pas... Sesanga. Mais M. Sesanga... Kabound. M. Kabound, oui, je l'entends un peu plus fort ces derniers jours, mais il a aussi le droit de venir autour de la table, pourquoi pas. Et donc, moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous ayons une opposition responsable et une opposition d'inclusivité. Parce que vous savez, la frilosité de vouloir toujours exclure les uns ou les autres, eh bien ça, nous devons rejeter parce que nos aînés ne nous ont pas laissé ça comme exemple. À la table ronde, ils se sont mis ensemble et nous avons pu arracher des résultats. Alors aujourd'hui, moi, j'invite tout un chacun aussi à cette humilité républicaine pour que nous puissions aller de l'avant. Hein? Et donc, moi, je n'exclus personne en tout cas. Même l'opposition armée des Nanga. Oui, mais écoutez, vous savez, dans les fonctions régaliennes,
vous avez le chef de l'État, normalement, quel est son autre attribut? On dit toujours, c'est le magistrat suprême. Hein? Oui. C'est le chef des armées. Oui. Ne le dit-on pas? Les garants. Donc, ça veut dire que le garant de la nation, mais on n'est pas garant de la nation sur le papier. On est garant de la nation parce que on est aussi chef de l'armée. Et on définit une politique nationale de défense du territoire, d'intégrité du territoire. Donc, ça veut dire que les armes ont aussi droit de cité, parce qu'on ne peut pas construire le pays avec des frontières poreuses. Nous devons avoir aussi un leadership de réflexion qui doit pouvoir intégrer les exigences d'une armée républicaine, et ça, les hommes politiques ne suffisent pas. Il faut qu'on puisse intégrer une ligne de conduite et qu'on puisse redéfinir aussi l'exigence du respect de nos frontières. Parce que si nous ne le faisons pas, alors là, évidemment, nous serons encore plus responsables ou plus irresponsables parce que nous allons exposer notre pays à l'implosion. On va finir cette émission, mais avant cela, peut-être la toute dernière question. Plus de 60 ans après l'indépendance, de manière générale, selon vous, où se trouve l'erreur? D'ailleurs, vous avez écrit un livre où vous parlez de Belgique, Congo. Quel avenir? Aujourd'hui, comment vous analysez la situation? Est-ce que nous avons évolué? Est-ce que nous avons régressé? C'est où se trouve cette erreur, si elle existe? Non, il faut reconnaître que nous avons beaucoup régressé. Le pays a beaucoup reculé. Et ça, ce n'est pas la communauté internationale qui nous y a poussés. C'est notre propre comportement à nous, Congolais, qui a conduit le pays à cette décadence-là. Oui, j'ai écrit un livre pour redessiner un peu les contours d'une vision pour l'avenir entre la Belgique et le Congo, parce qu'on ne pourra jamais ôter notre histoire. C'est une histoire qui a été faite avec la Belgique. Et donc, il faut pouvoir intégrer une réflexion nouvelle par rapport à cet avenir, à ce partenariat futur. Mais cela n'exclut pas que nous puissions faire une analyse critique justement de certaines erreurs qui ont pu être commises. Et c'est aussi l'ambition que j'ai pu développer dans ce livre-là, oui, Belgique, Congo, quel avenir? Oui, oui. Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais il y a eu aussi, parmi les grosses erreurs, c'est la facilité ou la désinvolture avec laquelle les Congolais ne respectent pas les règles. Nous avons des textes, et si déjà on pouvait respecter les textes qui existent, notre pays n'en serait pas là. Donc, il faudra absolument que nous puissions nous discipliner, et mon Dieu, et que le civisme puisse aussi retrouver tous ses droits. Très bien. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres, notamment Joseph Kasavubu, mon père, de la naissance d'une conscience nationale à l'indépendance. Vous avez écrit Kasavubu et le Congo indépendant. Vous avez écrit également 12 mois chez Kabila, un témoignage politique sur votre expérience au sein du pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Sommes-nous décolonisés? C'est aussi un ouvrage à vous. Kasavubu, biographie d'une indépendance et tout. Peut-être un mot par rapport à tous ces livres. Et d'ailleurs, je vous recommande, messieurs, dames, d'aller dans votre librairie et lire, bien évidemment, Madame Justine Poyo Kasavubu. Oui, alors écoutez, oui, je suis écrivain et ma foi, je m'en accommode très bien. Je crois que une des qualités de l'homme politique, c'est d'accepter de laisser un témoignage. Très bien. Et j'ai constaté que beaucoup de nos politiciens restaient dans les discours et beaucoup ont eu des expériences fort enrichissantes et qui pourraient instruire les générations à venir, mais sont partis sans laisser de traces. Et moi, je recommande aux hommes politiques, pas seulement, mais en tous les cas, eux, surtout, de laisser des témoignages, parce que c'est aussi une exigence républicaine, de ne pas simplement s'appuyer sur l'action immédiate, mais de laisser des traces et de témoigner de l'histoire, parce que qu'est-ce qui fait la force de l'Occident, tous ces pays vers lesquels nous avons toujours un regard? Mais c'est leur histoire.
Mais regardez la force des émissions qui parlent de leur histoire. Vous sentez une force, vous sentez une évidence. Et vous sentez que l'avenir ne peut pas se construire sans la connaissance de cette histoire. Et mon Dieu, un peuple qui connaît son histoire est un peuple qui est à même de s'orienter vers l'avenir. Ne pas connaître son histoire, c'est aller tout droit à la perdition. Et moi, je me refuse que le Congo se perdent. Il faut au contraire réunir tous les témoignages, il faut nourrir notre réflexion et alimenter notre jeunesse. Il faudrait peut-être que le ministère de l'enseignement, le ministère de l'éducation nationale dans les gouvernances à venir devra vraiment trouver les moyens nécessaires pour qu'on puisse accentuer le développement intellectuelle de nos jeunes pour que la curiosité intellectuelle puisse aller aussi dans ce sens. Écrire, écrire, écrire. Et puis, il y a quand même quelques politiciens qui ont bien dit que l'histoire du Congo ne s'écrira pas à Paris, à Bruxelles ou à Londres ou même à Washington, pour ne citer que ces grandes villes, mais ça s'écrira au Congo. Mais qui d'autre peut le faire, sinon les Congolais eux-mêmes? Et donc voilà, je crois que c'est une profession de foi que je recommande à chacun. En tout cas. Enfin, est-ce que vous avez un message à adresser à Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, et un autre message à adresser à la jeunesse congolaise qui vous regarde? Mais vous savez, il faut toujours être très prudent quand on lance des messages. Il faut encore que les messages soient reçus 5 sur 5 et que ce ne soit pas déformé par les collaborateurs, etc. Moi, je crois que la seule façon d'adresser un message à un président de la République, mais c'est de le rencontrer et c'est de lui dire les choses en face. Et vous êtes prête à le rencontrer? Ah, mais vous savez, j'ai une demande d'audience qui traîne depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. On n'a toujours pas eu de réponse. Il ne nous a jamais reçu. Peut-être qu'il a été jamais occupé entre 2 avions, aller à Washington et tout. Bon, écoutez, aller à Washington, c'est quoi? C'est 6 heures à partir de Bruxelles, ou peut-être le double lorsqu'on comptabilise aussi le Congo. Mais je pense aussi qu'il y a des escales, non? Hein? Je crois qu'il n'y a pas encore de vol direct Kinshasa-Washington, et ainsi de suite. Donc non, je pense qu'un chef de l'État d'ailleurs, et ça nous permet aujourd'hui de définir peut-être cette fonction, un chef de l'État ne doit pas considérer qu'il vient comme si rien n'avait existé avant. On a besoin de l'histoire, comme je viens de le dire, comme on a besoin de construire l'avenir. Mais l'histoire est faite d'acteurs qui ont compté. On a besoin de témoignages. On a besoin aussi d'être humble, parce qu'on ne gouverne pas seul. On n'a pas la science infuse. Et donc, on a besoin les uns des autres. Et lorsqu'on néglige une page de l'histoire, lorsqu'on néglige certains acteurs de l'histoire, mais on va à la perdition. Regardez aujourd'hui, le pays se prive de nombreux conseils, tout simplement parce qu'on pense que rencontrer un tel, c'est un danger pour son pouvoir. Non, le pouvoir appartient au peuple. Il n'appartient même pas à celui qui occupe la fonction. On n'est que des mandataires. Et donc, quand on est mandataire, on se doit de rencontrer les interlocuteurs politiques. Vous me parlez tout à l'heure de dialogue. Mais oui, j'appelle tout le monde à venir autour de la table, y compris lui-même, Félix Tshisekedi. Il doit venir autour de la table et ne pas craindre qu'en venant autour de la table, on lui dise oui, le moment est venu de partir. Parce que le départ est toujours inscrit à l'ordre du jour. Aucun chef d'État, aucun ministre n'est éternel. On assure un mandat, on assume une fonction pour un temps, et puis après, il faut passer la main. Donc, on doit être plutôt motivé à rencontrer les gens. Et donc là, je dis tout simplement que nous avons multiplié les audiences et la fille du premier président de la République que je suis n'a toujours pas été reçue. En tout cas. Alors un message, si vous regardez ce soir, vous le dites quoi? Mais je suis une ancienne militante de l'UDPS, je crois que nous avons tout dit en interne à l'UDPS. Comme je considère toujours les membres de l'UDPS comme des proches, des amis, mais je pense que, vous savez, le panier, il est remué tous les jours. J'ai des contacts avec des UDPSiens tout le temps. Et donc, les messages se trouvent dans le panier. Il lui suffit d'appeler les membres de l'UDPS pour qu'on lui donne, un peu comme quand on fait pour les équipes de football, il y a un panier et on tire chaque fois un petit bulletin pour savoir qui va rencontrer qui. Eh bien, moi, je suis aussi dans le panier. Il n'a qu'à prendre le panier de l'UDPS et il verra qu'il y a des demandes de Mme Justine
Mais encore faudrait-il qu'il accepte de prendre le panier et de fouiller dans le panier. Mais moi, je vous dis, nous n'avons d'exclusive contre personne, que nous voulons rencontrer tout le monde. Nous sommes prêts au dialogue, nous sommes ouverts. Hein. Je suis une femme politique qui compose, contrairement à une fausse propagande qu'on aime parfois répandre à mon sujet. Non, j'écoute beaucoup. Contrairement à certains préjugés. Et puis, comme vous savez aussi, on vient de le dire, j'écris beaucoup. Donc, écrire, ça veut dire aussi aller à l'encontre de ceux qui peuvent vous donner des informations. Et donc, le Congo mérite que nous soyons humbles. Le Congo mérite qu'on parle à ceux qui sollicitent au moins que vous puissiez les rencontrer. Et donc, le mépris n'amène nulle part, et encore moins l'exclusion. Et un message adressé aux jeunes Congolais qui vous regardent? Ah, mais les jeunes Congolais, j'espère que mon parcours est suffisamment explicite, mais je ne peux que renouveler des encouragements et je ne peux que renouveler, les exhorter à étudier, parce qu'on ne doit pas se contenter de vivre tout simplement d'une vie hasardeuse. Je crois que le Congo doit être construit, doit être reconstruit. Et on peut reconstruire le pays parce qu'on se donne les moyens justement d'entreprendre, et on se donne aussi les moyens de prospérer, mais aussi se donner les moyens de composer, de conjuguer les efforts, de mutualiser les énergies. Madame Justine Mpoyo Kassavubu, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt dans Décrypta. En tout cas, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Comme vous le savez, dans Décrypta, on reçoit des grandes personnalités et avec eux, nous décryptons l'actualité en République démocratique du Congo. D'ici dimanche prochain, portez-vous bien et que Dieu bénisse notre pays. Au revoir.